Oui, d'un certain point de vue, on pourrait dire que peut-être les gens qui vivent l'amour sous le régime de la passion, ou dans l'élément de la passion, comme dirait Adam Badiou, euh, c'est parce qu'ils ont le temps. Et effectivement, ce qui caractérise les classes supérieures, c'est d'avoir plus de temps que les autres. Je pense qu'on peut dire que même c'est ça le grand luxe du riche, c'est qu'il peut s'acheter du temps. Moi qui suis semi-riche, je vois bien que je peux m'acheter du temps. Donc je sais de quoi je parle. Mais donc oui, en première analyse, on pourrait dire ça. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je pense que ce qui est beau d'ailleurs avec la passion, c'est-à-dire l'emportement amoureux, ce qui peut être aussi l'emportement sexuel. Il y a aussi des passions sexuelles, passions sentimentales, passions un peu les deux en même temps. On ne sait pas trop ce que c'est, mais c'est une passion. Ce qui est quand même assez beau, c'est que ça peut quand même frapper tout le monde, quoi. Je pense que ça peut frapper des prolos, des classes moyennes, des blancs, des noirs, des jaunes, des verts, des rouges, tout ce qu'on veut, quoi. Donc non, je pense pas que la passion soit l'apanage de la bourgeoisie. Euh, Peut-être que la passion serait l'apanage d'un certain roman bourgeois qui n'aurait pas grand-chose d'autre à raconter que ça. Parce que ça serait un peu leur grande expérience, comme ils vivent plus grand-chose, étant un peu dans une vie dématérialisée, donc ils n'ont plus beaucoup de contraintes. La passion, c'est pour un bourgeois de nouveau se heurter à l'adversité. Parce que la passion, c'est un truc où on est dépossédé de soi, dépris de soi. Et donc peut-être que là, d'un seul coup, bon, c'est à ce titre-là qu'on pourrait dire que oui, ça peut être accolé parfois à un certain roman dit bourgeois, ce qui est une catégorie aussi discutable. Mais je crois pas. Bonjour à toutes et à tous. On va commencer cette rencontre avec François Bégodeau. Donc, merci beaucoup, merci infiniment François d'être présent parmi nous ce soir. Bienvenue au sein de Réseau l'école de méditation. Je suis très heureux de vous accueillir dans ce lieu. Peut-être certains ou certaines d'entre vous ne connaissent pas Réseau, donc je vais simplement vous parler un peu de ce lieu, une ou deux minutes simplement pour vous le présenter. Mais vous êtes ici dans un espace de méditation où vraiment on essaie de transmettre la pratique de la méditation d'une manière vraiment rigoureuse, laïque, exigeante, avec cette idée que aujourd'hui la méditation est un peu captive du développement personnel et on essaye vraiment de la sortir de cette emprise, et toujours dans un dialogue assez fécond avec l'art, la philosophie, la poésie. Et c'est pourquoi on organise très régulièrement des rencontres, des séminaires, des journées de réflexion avec des philosophes qui viennent régulièrement intervenir dans Réseau. Donc pour vous donner un exemple, le philosophe Adrien France-Lanor actuellement, c'est tout un cycle passionnant sur la lecture, comment être au monde à partir de la lecture. Adrien France-Lanor, c'est un essayiste qui est professeur de classe préparatoire aussi, qui a beaucoup écrit sur Heidegger. Et puis vous avez aussi, par exemple, Jean-Luc Géribonne, qui est aussi essayiste, qui diffuse la pensée de Palo Alto, qui par exemple propose en ce moment tout un cycle de séminaires, de conférences sur le travail comme art spirituel. Donc on invite vraiment des philosophes, des artistes, des écrivains, pour essayer de penser vraiment l'époque en relation avec la pratique de la méditation. Et c'est dans cette perspective qu'on a créé un grand partenariat avec le média culturel Zone Critique, qui invite chaque mois au sein de Réseau une grande figure du paysage littéraire contemporain. Donc Yannick Enel était présent le mois dernier. Et l'enjeu de Zone Critique, ce pourquoi il y a ce partenariat aujourd'hui avec Réseau, c'est que tout notre travail, c'est aussi d'essayer de penser l'époque, de penser les grands enjeux qui traversent notre monde à travers la littérature, à travers les lunettes du cinéma, de l'art. Et pour vous situer Zone Critique en une minute ou deux, simplement, Zone Critique est née d'un double constat. Le premier, c'est que en fait, on vit un monde aujourd'hui où l'économie de l'attention est complètement transformée, bouleversée, et ça implique vraiment de repenser les formats éditoriaux, journalistiques actuels. Ça, c'est le premier constat. Et le deuxième, c'est qu'il y a toute une jeune génération aujourd'hui d'écrivains, de romanciers, d'artistes qui s'emparent
en fait, des problèmes de notre époque, qui sont l'addiction au numérique, à la pornographie, aux réseaux sociaux, la perte de sens, la question des nouvelles modalités amoureuses. Et dans Zone Critique, qui est une revue à la fois papier et qui existe sur mobile, accessible sur smartphone, eh bien, on essaye vraiment de mettre à l'honneur ces écrivains qui s'emparent de ces sujets, en fait, à travers des formats courts, accessibles, donc qui disent quelque chose de notre époque. Donc notre enjeu, c'est vraiment de parler de notre époque à travers des écrivains, des cinéastes contemporains. Donc vous avez 3 formats, une application mobile, une maison d'édition, la collection Vrille, et une revue papier. Et donc, pour arriver à toi, François, ce travail que tu fais sur l'époque, tu le fais aussi dans ton œuvre. Et à ce sujet, j'aimerais commencer par citer un entretien que tu avais donné pour Zone Critique en 2019, où tu disais que la religion du romancier doit être la justesse, le réel et la complexité. Et il me semble que cette religion, tu la pratiques depuis de nombreuses années à travers une œuvre profuse qui mêle roman, qui mêle essai. Citons par exemple évidemment Entre les murs, qui a été publié en 2006 et qui a été adapté au cinéma par Laurent Cantet en 2008, qui a reçu la Palme d'Or. Deux singes ou ma vie politique, où tu reviens sur ton itinéraire politique en abordant la question du corps. Le roman En guerre aussi, publié en 2018. Et évidemment L'amour, donc le roman pour lequel on te reçoit ce soir. Dans L'amour, tu reviens sur la vie de Jeanne et Jacques, qui sont deux personnages dont tu décris le quotidien amoureux dans un récit très court de 80 pages. Et voilà, ces 2 personnages, Jeanne et Jacques, vont vivre ensemble sur près de 50 ans, vont partager un quotidien, une vie amoureuse. Et ce qui est vraiment très frappant dans ce roman, je trouve, c'est que tu rends vraiment très, très tangible cet amour. Tu le décris de manière très prosaïque, très matérielle, et tu nous rends très palpable le lien qui les unit. Et on pourrait dire que tu nous montres un autre visage de l'amour qui n'est pas forcément celui de la passion, qui est souvent représenté en littérature. Et la première question que j'aimerais te poser, c'est en fait, est-ce que tu pourrais nous présenter tes 2 personnages, Jeanne et Jacques, et nous parler un peu de ce lien d'amour qui les unit? Qu'est-ce que c'est que cet amour qui unit Jeanne et Jacques? Ce qu'ils sont eux séparément, indépendamment de leur amour, parce qu'on commence par les prendre séparément dans le livre. Il y a une espèce d'alternance narrative entre Jeanne et Jacques, puis à un moment ils se rencontrent. Séparément, j'ai voulu les profiler, pour utiliser un verbe vraiment horrible, mais on a toujours un peu ça quand on fait un roman, on a des personnages. La question du romancier, c'est toujours jusqu'à quel point je les caractérise. Jusqu'à quel point... Alors, il y a 2 questions en une. Jusqu'à quel point je les pré-caractérise, c'est-à-dire que je fais une espèce de carte d'identité préalable à l'écriture. Et après, et ça, il y a des romanciers ou des romancières qui peuvent tout à fait se lancer dans un roman sans du tout faire cette carte d'identité, en disant, de toute façon, les personnages s'inventeront à mesure. Ils se caractériseront presque dans le fil même de la narration. Et c'est ce qui arrive. Moi, je fais les 2. Notamment pour les romans, j'aime bien avoir déjà 2-3 petits détails quand même, des choses... peut-être des grandes lignes sociologiques, peut-être quelques traits psychologiques un peu constants. Ça, voilà, ça définit un personnage. Et puis après, effectivement, dans le cœur des situations, les personnages vont s'étoffer, vont se caractériser. Mais en tout cas, ce qui était mon idée de départ en les pré-caractérisant, avant narration et avant le bricolage de l'écriture, c'était, je visais ce que j'appelais l'ordinaire, quoi, et ce qui est une catégorie compliquée en sociologie, et une catégorie compliquée tout court. Qu'est-ce que ça veut dire des gens ordinaires? C'est comme les gens qui disent il y a des vrais gens. C'est quoi les vrais gens? C'est à partir de quel moment est-ce qu'on est un faux genre? Bon, alors après, j'ai essayé de faire pratiquement... Je voyais, moi, classe moyenne, mais pratiquement comme une notation statistique ou presque mathématique, au sens où il y aurait un salaire moyen ou un revenu moyen qui est calculé par les économistes. Et du coup, j'approchais du fait que oui, puisque ça commençait dans les années 70, il me semble que la situation moyenne des Français des années 70, que je connais un peu, puisque je suis né dans ces années-là, donc je n'en suis pas complètement innocent, c'était les gens qui habitaient la campagne, plutôt, puisque la France était en train de devenir majoritairement citadine, mais était quand même fondamentalement un pays rural, donc région rurale, les Mauges, Pays de Loire, ce qui est à peu près ma région. Et puis, oui, il était tout à fait cohérent que Jacques, par exemple, soit fils d'ouvrier, fils d'artisan, et travaillant lui-même avec son père, comme ça se faisait tellement à l'époque, encore maintenant d'ailleurs dans les milieux populaires.
Et puis, du côté de Jeanne, j'avais envie d'une généalogie paysanne, ce qui est tout à fait aussi l'expérience moyenne. Moi, je viens de là, mes parents sont issus de la paysannerie. Et Jeanne aussi, son père était voilà, agriculteur. Enfin, elle vient de là, quoi. Et bon, en plus, on était dans l'Ouest, qui a toujours été dans des perceptions très discutables, mais qui existent quand même, qui ont cours. Un peu la France moyenne aussi. L'Ouest, ça serait la France ordinaire, quoi. Je dis pas la vraie France, hein, parce que là, on rentrerait dans des, dans des problématiques assez problématiques. Mais oui, il y a un truc comme ça, quoi. C'est comme si, en plus, c'est des pays de la modération. Je le dis un moment. Le climat est tempéré, les tempéraments aussi, quoi. Enfin, les personnalités. Donc, j'étais vraiment parti là-dessus, quoi, de sorte qu'il n'y ait presque aucun trait distinctif de Jeanne et Jacques et que non pas tout le monde puisse s'y reconnaître, mais que précisément ce que j'allais traiter, c'était l'amour tel qu'ordinairement vécu par des gens ordinaires, et non pas l'amour là où il fait vivre des choses exceptionnelles à des gens exceptionnels. Ça, c'est plutôt effectivement ce qu'a beaucoup fait la littérature, souvent pour le meilleur d'ailleurs. Mais là, non, il fallait... et après, mon idée, donc pour en venir à la deuxième partie de ta question, de quelle nature serait leur amour, en tout cas, moi, tel que j'allais le traiter, ce qui m'intéressait, c'était non pas le début de l'amour, le déclenchement amoureux, même si ça m'intéresse de savoir comment ils se sont rencontrés, ni la déflation amoureuse, que la littérature a énormément raconté, le moment où on s'aime plus, avec toutes les drames qui s'en suivent. Ouais. Ellipser les moments marquants dans ton roman. Tout à fait, voilà, il fallait, toutes les pics exceptionnels, les pics d'exception, je les ai un peu soit absentés et ellipsés, soit traités sur le mode de l'ordinaire. C'est-à-dire, tu vois, par exemple, on peut dire que se marier est un pic dans une vie. C'est quand même une date, quoi. On s'en souviendra, on la fêtera. Puis après, on la maudira peut-être. Mais en tout cas, ça sera une date, quoi. Moi, quand arrive le mariage dans la narration, puisque je savais que c'était un peu un passage obligé quand même, j'aurais pu totalement l'ellipser, ça aurait été un sacré geste, hein. Mais j'aurais pu. Vu le niveau d'ellipse que je maintiens dans ce livre, j'aurais pu ellipser le mariage. Mais en fait, j'avais pas envie, parce que j'avais envie quand même d'emmener mon lecteur, de l'embarquer dans un traitement ordinaire de l'exception. Et j'allais pas du tout traiter le mariage comme quelque chose qui est vécu comme vraiment le plus beau jour de ma vie, ou que quand même c'est quelque chose, on est en train de se marier, quoi, t'imagines. Pas du tout. C'est plutôt, on le traite techniquement, matériellement, combien de chaises il faut, il manque des chaises. Et puis Jacques, au moment voyant arriver le mariage, lui, ce qui l'inquiète, c'est pas du tout, ah là là, ça va être le plus beau jour de ma vie, quand même, il va y avoir un avant, un après. Quand je pense que lundi, je serai marié, alors que pour l'instant, je suis encore pas marié. Mais non, Jacques, il pense au bal, il pense à l'ouverture du bal où il va devoir danser. Il a peur de se marcher sur les pieds, il a peur de se gourer dans les temps, voilà. Et je pense qu'il me semble, en fait, il me semble, parce que je suis un vivant moi-même, moi je n'habite que l'ordinaire moi-même. Il suffit donc de se regarder vivre. Moi, j'ai souvent des considérations très prosaïques. Je ne suis pas toujours porté sur les grandes problématiques métaphysiques dont il peut m'arriver de parler ici ou là. Mais dans l'ordinaire de la vie de mon corps a des problèmes très concrets. Et moi, c'est souvent à partir de là que j'écris. Prenons d'abord les choses un petit peu à plat, comme ça, et en rase-motte. Et après, on peut faire monter les choses, éventuellement. Dans l'amour, j'avais pas envie de faire monter les choses. J'avais envie de rester comme ça, dans ce régime ordinaire de l'existence. Mais ce qui est frappant dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, tu prends l'existence au ras du réel, on pourrait dire, que tu vraiment décris avec le plus de presque naturalisme possible, on pourrait dire, l'existence de Jeanne et Jacques. Et pourtant, je trouve que tu parviens à susciter en fait une tendresse immense chez le lecteur à l'égard de ces deux personnages. Et on pourrait dire que cette tendresse, on sent que c'est aussi celle que toi, tu portes à leur égard. Tendresse entendue comme qualité d'attention. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans ton livre, c'est la manière dont tu, par des notations qui émaillent le récit, nous montres la manière dont voilà, Jacques et Jeanne se portent une qualité d'attention qui est quand même assez bouleversante. Je te cite, il songe qu'elle va avoir froid avec ses chaussons, elle va lui trouver autre chose, plutôt à la fin du récit. Et je me demandais, est-ce que tu acceptes ce terme de tendresse? Est-ce que tu considères qu'il qualifie correctement cette relation entre Jeanne et Jacques? Et est-ce que, peut-être plus largement, ce terme de tendresse qualifie aussi le regard que tu portes sur ces deux personnages? Et je voudrais juste te citer, et revenir sur un entretien que tu avais donné pour Zone Critique en 2019, à propos du roman En guerre, où, en fait, je te faisais remarquer déjà que tous tes personnages, Romain, Louisa, Cristiano, suscitent de l'empathie. Et tu m'avais répondu ceci: même si je suis non-croyant,
ce que je peux aimer dans le christianisme est sa capacité à ne pas juger. Ce n'est pas vrai dans toutes les branches du christianisme, mais je crois que tout être humain, tout être vivant, mérite compassion, dans la mesure élémentaire où il est agi par des forces dont il n'a pas le contrôle. Et est-ce que la position de romancier, au fond, elle aurait à voir avec cette dimension de tendresse ou de compassion? Oui, moi je maintiens, ça c'est quelque chose que j'ai appris. Jamais je me serais dit un truc pareil quand j'étudiais la littérature ou quand je lisais les autres. Et puis après, je me suis mis à écrire des romans. Et les romans, c'est quoi en fait? C'est que tu vas passer 200 pages, 300 pages avec des personnages qui sont pas toi, parfois qui te ressemblent, il y a des doubles, il y a des pseudo-doubles. Mais parfois, il y a des gens que tu mets en scène. Déjà, c'est pas moi, hein. C'est même pas mes parents. Mais c'est des gens qui peuvent être famille. Tu vas passer du temps avec ces gens. Alors, quel rapport tu entretiens à tes personnages? Ça, c'est un vrai problème. Tu te vois faire, en fait. Et je me voyais faire de roman en roman. Je voyais que souvent, notamment quand je convoquais un personnage dont a priori je me serais dit qu'il était plutôt pour moi repoussoir ou répulsif, je me voyais lui accorder beaucoup d'attention et une certaine tendresse au bout du compte, quoi. C'est-à-dire que c'est comme si je pardonnais tout à mes personnages de roman, ce qui n'est une faculté que je n'ai absolument pas dans la vie. Et d'ailleurs, je crois que c'est une faculté que personne n'a dans la vie. Je veux dire, il n'est pas de ce monde celui ou celle qui est incapable de juger qui que ce soit et qui prend toujours les gens comme des espèces de phénomènes à prendre en bloc et qui ne sont pas jugeables en tant que tels. Pourquoi ils ne sont pas jugeables? Parce que oui, comme je te le disais dans cet entretien, d'abord, en bon spinoziste, je pense que tout le monde est toujours agi par des forces, donc je ne vois pas pourquoi on ne peut pas imputer aux pauvres êtres humains leurs actes dans la mesure où il y a des forces qui les dépassent et qui les agissent. De la même façon qu'un humain serait malvenu d'être fier de quoi que ce soit, puisque comme il est agi, il ne peut pas non plus s'attribuer les mérites, bon, etc. Donc ça, c'est un rapport au monde et à l'imaginaire fondamental que j'ai et qui est au travail dans le romancier que je suis, qui n'est pas au travail dans la vie. Dans la vie, je ne cesse de juger, je ne cesse de séparer le monde entre des gens que j'aime pas, certains à qui j'ai vraiment envie d'accorder de l'attention et de la tendresse, et d'autres avec qui j'ai vraiment pas envie, je leur refuse ma tendresse. Et sans doute pour des bonnes, mauvaises raisons, enfin on peut toujours tout justifier. Je pourrais dire dans la vie que parfois j'ai raison de juger négativement certaines personnes, je pourrais l'argumenter, mais il n'en reste pas moins vrai que c'est un jugement. Et je me voyais en tant que romancier ne pas du tout être là-dedans. Alors je me suis dit vraiment décidément, le fait de rentrer, de m'immerger dans le bricolage d'un roman, dans le tricotage de ce truc très particulier qui s'appelle un roman avec lequel on passe quand même 1 an, 2 ans, et, me rendait meilleur que je ne suis, d'une certaine manière, en tout cas de ce point de vue-là, quoi. Je voyais une capacité d'attention. Moi, vraiment, il ne peut pas y avoir de jugement. Ça m'est arrivé une fois, en fait, et il y a un roman que j'ai fait qui s'appelle Un enlèvement, où là, vraiment, il faut dire que j'avais mis en scène à peu près ce qui me semblait être le cauchemar du contemporain, à savoir une famille on va appeler ça des bourgeois start-upers, un peu. Bon, alors ça, c'est vrai que ma capacité d'amour s'arrête où commence le start-upper. Il n'en reste pas moins que, quand même, j'aurais bien aimé faire montre davantage de tendresse pour mes personnages. Il me semble que c'est vrai du narrateur qui se trouve être le père de famille, c'était une famille en fait. Et il me semble qu'il y a une certaine tendresse pour lui. Et il y en a une que j'ai pas loupée et que je n'ai pas réussi à sauver. Mes capacités d'amour chrétien n'ont pas opéré. Donc comme quoi le roman n'est pas non plus cette espèce d'espace magique où d'un seul coup toute forme de jugement serait soustrait. C'est aussi peut-être que ma capacité de tendresse vis-à-vis de mes personnages vient aussi du fait qu'en général je convoque dans mes romans des gens pour lesquels j'ai a priori de la tendresse. Et donc Jeanne et Jacques, c'est Jeanne et Jacques, c'est pas mes parents, mais Jeanne et Jacques, c'est un peu mon tonton et ma tata, et puis c'est un peu plein de gens avec qui j'ai grandi en Vendée, qui étaient un peu les amis de mes parents ou ceci, pour lesquels j'ai toujours une immense tendresse. Moi, j'ai une enfance très tendre, en fait, très, très entourée de tendresse pas démonstrative, hein, pas de trucs genre on se tripote et on s'adore et on se manifeste de l'amour. C'était pudeur vendéenne, pudeur rurale, pudeur paysanne, pudeur communiste aussi. Tu vois, on rigole pas chez les communistes non plus, quoi. Enfin, on est pas Jacques, constamment... c'est plutôt un taiseux. Voilà, c'est ça. Moi, mon grand-père est comme ça. Mon grand-père, et pourtant, mon grand-père n'était qu'amour. Mon grand-père n'était que tendresse pour tout le monde. Et c'est pas une tendresse qu'il manifestait. Mais moi, je le savais, je percevais que... Et j'ai grandi vraiment. Alors, est-ce que c'est un coup de bol ou est-ce que c'est lié à une espèce de biotope vendéen qui ne fait que fleurir des gens gentils, dont moi, je sais pas, mais ouais, moi, mon premier sentiment vis-à-vis de l'humanité, c'est que l'humanité me veut du bien. L'humanité est gentille avec moi. Par la suite, ça va se compliquer. Je vais découvrir que l'humanité est parfois toxique, retorse, malveillante, autant de choses qui vont m'amuser d'ailleurs. Ça va bien m'exciter
de rencontrer de la haine, ça c'est intéressant, quoi. Ça fait fleurir la vie aussi. Mais mon premier truc, et donc Jeanne et Jacques, bah, c'est ça, quoi. C'est un peu. Mais j'ai relu depuis. Il y a un passage de Deux singes de ma vie politique que tu as un petit peu évoqué tout à l'heure, qui était une autobiographie un peu politique. Et à un moment, il y a pratiquement une page dont je vois que 10 ans plus tard, ça a donné l'amour, où je rendais compte, je rendais hommage, où je rendais justice aux gens, aux adultes avec lesquels j'avais grandi quand j'étais petit ou ado. Et déjà, je disais ça, et je disais un truc très con, et que je présentais comme con, parce que Deux singes de ma vie politique était un livre assez sophistiqué dans l'analyse. Hein. C'était un livre assez auto-théorique, j'espère assez subtil. Et là, et finalement, le livre s'échouait vers un truc très bête, à savoir que j'avais toujours été désarmé par la gentillesse des gens qui m'entouraient quand j'étais petit, quoi, et que ça avait quand même donné le là de ma vie. Il y avait un rapport comme ça de tendresse vis-à-vis des gens, de tendresse fondamentale vis-à-vis de l'humain. Après, pour finir, je suis trop long, mais et on serait en bordure du christianisme, et je pense qu'il y a un truc il y a un truc qui m'émouvra toujours chez les gens de toute façon, quel qu'il soit, et même quand vraiment je trouve qu'ils font des choses pendables et des choses que je trouve contestables, avec lesquelles je ne m'entends pas, avec lesquelles je n'arriverai pas à trouver un accommodement. Il y a de toute façon toujours un truc qui m'émeut dans les vivants, c'est qu'ils n'ont pas choisi d'être là, quoi. C'est la condition humaine fondamentale, parce qu'on est quand même bombardé dans ce machin, on est propulsé. On n'a vraiment pas, on n'a rien demandé. Et on va se coltiner cette espèce de métier de vivre qui est parfois la peine de vie. C'est compliqué de vivre, c'est compliqué de remonter les jours. Puis par ailleurs, il faut aussi affronter des drames. Il faut aussi quand même se résigner à l'idée que ça va être bref. Et ça, de toute façon, dans mes moments les plus... Il m'arrive d'avoir des poussées d'aigreur comme ça, débiles. Et alors ça va toujours me calmer. Donc je pense que, bon, n'oublie jamais que tous ces gens sont des pauvres petits humains qui essaient de se débrouiller comme ils peuvent, quoi. J'allais dire justement, c'est une phrase qui revient souvent dans ton roman, on se débrouillera, Ouais. on fera comme on peut, en fait, Ouais. avec cette idée d'écrire des personnages qui font comme ils peuvent avec la vie, en fait, et c'est ce qui les rend aussi touchants. En plus de ce que tu décris, je trouve, d'infiniment bouleversant, qui on pourrait dire le deuxième fil de ton roman, mais qui est au fond le fait d'essayer de décrire ce que c'est que la texture même du temps qui passe. On pourrait dire que, enfin moi, ce qui m'a profondément ému dans ton roman, c'est que on sent que tu parviens à nous faire sentir ce que c'est que le passage du temps en nous décrivant de manière très brève 50 ans de la vie d'un homme et d'une femme. Et est-ce que c'est l'ambition qui préside à ton projet de nous faire vraiment sentir cette temporalité? Non, je dirais que c'était pas le projet, au sens où on appellerait projet les axiomes, les postulats qui président à l'écriture d'un livre. J'en avais un qui était, je voudrais raconter l'amour ordinaire de gens ordinaires sur 50 ans. Ça, c'était clair. Ça, c'était mon projet, au sens où je me projetais comme ça. Et puis après, il y a l'écriture commence, et l'écriture fait apparaître d'autres choses. Et il y a des sous-sujets qui finissent par se tisser. Et assez vite dans l'écriture, j'ai fait une première mouture assez rapide. Hein, en un mois, c'était écrit, d'une certaine manière, c'était bref, et puis je savais à peu près où j'allais. Bon, puis c'était une mouture un peu grossière, hein, donc ça demandait beaucoup de retravail. Mais quand même, le récit était posé, quoi. Ça y est, j'avais mon bloc texte, comme je dis. Et là, je m'étais rendu compte que oui, un sujet s'invitait incidemment, c'était le temps, en fait. C'était le temps, et c'était qu'on allait quand même traverser une vie avec ces gens. Et on allait la traverser dans un livre très bref. Et j'avais quand même un peu mesuré, après ça m'a beaucoup été confirmé par les lecteurs, qui sont toujours un peu les juges de paix de cette affaire. Non pas au sens où les lecteurs ont toujours raison, hein. Les lecteurs n'ont pas toujours raison, notamment quand ils n'aiment pas mes livres. Mais non, mais je veux dire, voilà, il ne faut pas non plus tomber dans une espèce de démocratisme intégral qui finalement serait contre-productif. En revanche, où le lecteur a toujours raison, c'est ce qu'il a éprouvé presque physiquement en lisant. Ça, je veux dire, on ne peut jamais lui retirer ça. Si un lecteur vous dit il s'est ennuyé, il s'est ennuyé. Je ne pouvais pas lui démontrer qu'il ne s'est pas ennuyé. Et si un lecteur vous dit j'ai ressenti vraiment, comme rarement, la brièveté de la vie, ça, ma foi, je l'entends. En plus, c'est plutôt flatteur de l'entendre, donc on l'entend d'autant plus volontiers. Mais quand même, à un moment, je me l'étais dit. Je m'étais dit, ah oui, quand même, ça fait quand même un peu cet effet-là, finalement. À peine on les a rencontrés, c'est Jeanne et Jacques, que déjà on finit. Et oui, alors moi qui suis quand même assez conscient en général et assez, je dirais, dramatiquement conscient par moment de la brièveté absolue de ce petit passage-là,
Oui, moi je crois que la vie, ça file, quoi. Ça file. Maintenant j'ai un âge non pas canonique encore, mais quand même un peu avancé où quand tu arrives au-delà de ce qui est probablement la moitié de ta vie, on va dire en gros, quoi. On préfère pas trop savoir précisément, mais on va dire en gros, quoi. En gros, je vois bien que j'ai passé la moitié. Bon, donc en gros, je peux quand même déjà me dire, ah bah c'est ça en fait le temps vécu. Parce que quand on est gamin, moi j'étais déjà très paniqué par le fait d'avoir à mourir, mais je me disais, j'avais 6 ans, je me disais, bah, peut-être qu'en fait 80 ans c'est hyper long, quoi. Donc ça va, il y a le temps. À partir du moment où tu as 50, tu sais que c'est vraiment pas long, quoi. C'est vraiment pas long et c'est injustement pas long. C'est injustement pas long. Je veux dire, parce que, en fait, c'est très. Enfin, je veux dire que les banalités. Donc attention, je préviens. Moment banal. Non, mais il y a un truc. De dire que la vie est courte ou longue ne veut rien dire dans l'absolu. Par contre, on peut rendre plus rationnel ce jugement-là. Je dirais qu'elle est très très brève au ratio ou à proportion des capacités humaines. Là, il y a un truc qui ne va pas. C'est-à-dire que l'huître, par exemple, n'a pas énormément de capacités. Bon, et l'huître vit, elle vit quoi? Une huître, je sais pas, moi, elle peut vivre une saison, quoi. On sait bien entre le moment où elle est bon. Mais l'huître, de toute façon, n'a pas grand-chose à foutre dans l'eau. Enfin, y a pas, elle se fait un peu vite chier, quoi. Nous, les humains, je suis assez antispéciste, hein, donc ne prenez pas ce que je dis comme une espèce de proclamation de l'absolue supériorité de l'humain sur le truc, mais il n'en reste pas moins vrai qu'on a quand même des capacités extrêmement vastes, quoi. C'est quand même des créatures, on a beaucoup de modalités possibles de vie, quoi. Lire des livres, en écrire, faire du basket, faire de l'alpinisme, voyager, pas voyager, aimer, pas aimer, avoir telle sexualité ou telle autre. On a plein de trucs à faire et on a un temps complètement limité pour le faire, quoi. Je veux dire, donc ça va pas, c'est mal foutu, je dirais que c'est mal foutu. Voilà, c'était ça, le moment banal est fini. Mais justement, dans le prolongement de ce que tu dis, effectivement, ce sentiment du temps qui passe, ça me fait penser à quelque chose de très fort aussi que tu arrives à exprimer dans ton roman et que je t'ai entendu dire d'ailleurs à plusieurs reprises dans des entretiens. Tu as eu cette phrase je ne m'en remets pas d'être en vie. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une dimension bouleversante dans le simple fait d'exister que tu essayes de mettre en mots dans tes romans. Et c'est pour ça que je suis très heureux de t'inviter ici d'ailleurs, puisqu'en fait c'est l'objet même de la méditation. En fait, pratiquer la méditation, c'est voilà, cultiver une attitude de présence, d'attention à son corps, à sa respiration, au monde qui nous entoure, précisément pour se souvenir de ça, en fait, que c'est complètement bouleversant d'exister pour continuer à ne pas s'en remettre en fait de cette découverte incroyable. Et comment ça se manifeste chez toi, ce sentiment de l'existence, pour reprendre cette expression de Rousseau, et pourquoi est-ce que le roman, à ton avis, est l'espace même, ou en tout cas l'espace que tu as choisi pour témoigner de ce mystère-là? Pourquoi est-ce qu'il est le plus ingénieux, le plus intéressant selon toi? Moi, je pense que c'est toujours une question de capacité. On a des capacités limitées. Peut-être que j'ai toujours un peu de mal avec la notion de sagesse, parce que on ne sait pas trop ce que c'est que la sagesse, quoi. Et d'abord, est-ce que les gens acquièrent vraiment de la sagesse en vieillissant? Ça, ma foi, on connaît quand même des gens de 80 ans qui sont tout à fait dénués de sagesse. Donc, il n'y a pas un effet mécanique d'accession à la sagesse par l'âge, quand même, hein. En revanche, il y a quand même un truc qui me semble où on progresse un peu en avançant. On peut vraiment devenir un blaireau très con. On peut devenir de droite, enfin plein comme ça de destinations pas bien, plein d'horizons. Mais il me semble qu'il y a un truc où j'ai progressé de toute façon, c'est dans la connaissance de moi. Ça fait longtemps que je me fréquente, quoi. Et pour peu qu'on soit un tout petit peu attentif à soi-même, ce qu'on est en général, parce qu'on a quand même toujours un minimum de narcissisme qui fait qu'on prête attention à soi-même, il y a un truc qu'on découvre, c'est où on est fort, on n'est pas fort. Ce pourquoi on est fait, et là où décidément c'est pas notre truc, parce que notre corps est pas accommodé à ça. On a des corps, on a des complexions, comme on disait au XVIIe, qui sont plus ou moins ajustés à telle ou telle activité, et donc ce que j'appelle les zones de puissance et les zones d'impuissance. Bon, moi je vois bien, si tu veux, par rapport au domaine que tu dis, j'ai souvent croisé, j'en en parlais un petit peu avec quelqu'un là, un de tes camarades d'ici, sur mon rapport à la méditation, en fait, quand on en parlait très furtivement, et j'ai toujours prêté attention aux gens qui m'en parlaient. Et j'ai toujours su que c'était pas pour moi.
Et ça n'a pas du tout valeur de refus ou de répulsion, de surtout pas moi. Pas du tout. C'est pas comme la psychanalyse, par exemple. J'ai un grand intérêt pour la psychanalyse. J'aime toujours beaucoup que des analysés me racontent ce qu'ils ont appris dans leur analyse. J'aime assez lire des textes théoriques de la psychanalyse. Je ne fais pas ça tout le temps, mais j'aime bien. Je vois bien que non, le dispositif n'est pas fait pour moi. Mon corps ne veut pas de ça. C'est sans doute d'ailleurs un refus ou une sorte de réticence que la psychanalyse elle-même a théorisée. Et je ne suis pas dupe de ce que je fais. Mais voilà, bon, on a des corps. Bon. Alors, par rapport à l'idée, tu vois, d'avoir une grande capacité de concentration qui va s'appeler méditation dans certaines modalités et qui permettrait de prendre la mesure d'un certain nombre de choses, de notre propre présence au monde. Et, je vois bien que mon corps n'est pas fait pour ça. Il y a quand même un moment, le corps n'est pas fait pour tout, quoi. Parce qu'à un moment, il est quand même, ça y est, il est fabriqué, le corps. Il s'amende, il s'ajuste, il va un tout petit peu. Il y a quand même un moment où le corps il est constitué, ce que j'appelle un tempérament. Mon tempérament, très clairement, n'est pas là-dedans. Je vois tous les gens qui me connaissent savent bien ça. C'est-à-dire que je suis. C'est sans doute une histoire de fibres nerveuses aussi, je pense. Je pense que c'est un peu sanguin, c'est des choses comme ça. On a des rythmes, on a des pulsations. Et donc moi, ma capacité d'attention, clairement, elle va pas du tout se porter dans une espèce de capacité de recueillement en moi-même. C'est pas comme ça que ça s'est passé pour moi. Moi, ça va être toujours dans la projection sur d'autres objets. Là, j'ai une grande capacité d'attention, je pense, quand je me projette sur d'autres trucs, quand je me donne des situations de concentration sur quelque chose. Ça, là, je sais faire ça. Mais il se trouve que je ne sais pas le faire pour tout. Et il y a un truc où je crois avoir une grande capacité de concentration, c'est l'art. C'est-à-dire que je peux vraiment rester 10 heures dans un livre sans penser à rien d'autre. Peut-être m'arrêter pour aller aux toilettes ou boire un verre d'eau. Je suis très concentré sur un... Je l'ai éprouvé, par exemple, désolé, je raconte que des choses prosaïques, mais en fait, c'est ça la vie. J'ai fait l'armée à l'époque, quand j'étais jeune. Et beau. Et il se trouve que j'étais pas un bidasse de base, j'étais prof à l'armée, donc j'avais un bureau et je donnais des cours inintéressants et inutiles à des officiers. Mais et souvent on glandait, on était dans le bureau, on était 5. Et les 4 autres foutaient rien, ils n'arrêtaient pas de parler entre eux. J'ai passé mon année à lire et je n'avais aucun problème. Ils étaient tout le temps en train de parler. Bon, des fois je parlais avec eux, je déconnais avec eux. Mais moi je lisais et ça ne me posait aucun problème qu'il y ait du bruit autour de moi. C'est là que j'ai découvert, j'ai vu, il faut toujours se regarder faire en fait. Moi, il faut être un très très bon observateur de soi, quoi. Et je me suis dit, bah, décidément, il y a quand même un truc qui te capte là-dedans. Bon, il y a des gens au contraire, ils savent pas faire ça. Ils sont incapables de rester sur un livre. Voilà, c'est pas grave, ça en fait pas des gens détestables. C'est comme ça, c'est des capacités qu'ils ont pas et que j'ai, et puis inversement. Et donc, oui, l'art, je pense, est mon lieu de concentration. Mon lieu où je peux prendre la mesure de la présence au monde. C'est paradoxal, parce que, a priori, l'art est une médiation. C'est pas un accès direct à la vie, on pourrait dire. C'est pas un accès direct au réel. C'est médié par une forme, par une proposition artistique, par un livre, par une page, par un tableau, par un plan de cinéma. Pourquoi pas par la musique, etc. Oui, mais il se trouve que moi, c'est là où je ressens le plus fort la présence du monde. Je le dirais pour le cinéma, notamment, qui m'offre, pour moi, ça fait longtemps que je réfléchis sur le cinéma, puisque je fais un peu de critique, tout ça. Et en fait, je n'ai compris que depuis 4-5 ans pourquoi cet art m'était tellement familier, pourquoi je m'y sentais si bien. C'est vraiment. Alors, j'aurais pu dire plein de choses. Parce qu'il y a les grands cinéastes, ou parce que je sais pas quoi, j'aime bien les plans fixes, ou parce que je sais pas. Non, en fait, le vrai truc, c'est que c'est pour moi le meilleur dispositif de concentration de l'histoire de l'humanité. Je trouve que c'est parfait, en fait. On te met dans une salle obscure. C'est pour ça que je tiens à la salle, d'ailleurs, même si je regarde beaucoup de films hors salle. Mais la salle est super, elle te donne un dispositif d'observation du monde. Tu ne bouges pas de ton siège. Là, il y a des images, il y a des choses que tu vois, et c'est parfait. Et en plus, c'est 2 heures, c'est bien. C'est compliqué d'avoir une capacité de concentration plus longue que ça, quand même, surtout par les temps qui courent. Et donc voilà, moi, l'art me donne un dispositif Et quand moi-même j'écris, je finirai là-dessus, je ne suis jamais aussi attentif au monde que quand j'écris. Alors ça, c'est sûr. Hein. Parce que parfois, je ne suis pas attentif aux gens, je ne suis pas si attentif que je voudrais au réel, à la matière. Il m'arrive comme ça. En plus, moi, j'ai l'esprit un peu qui vole, quoi, qui bat la campagne très vite. Quand je me balade dans la rue, des fois, je vois rien. Je suis en train de rêvasser à des trucs, quoi. En revanche, quand j'écris, et surtout comme j'écris dans un registre, tu l'as un petit peu effleuré, d'abord en tant que romancier, mais surtout des romans qu'on peut appeler globalement réalistes. Donc, je tiens beaucoup à ce que ça sente le réel, ce que j'écris. Et donc, quand vous êtes... Ça m'est encore arrivé là récemment, je vais donner un exemple, comme ça je ne ferai pas de trucs fumeux. Là, je suis en train de faire un roman et ça se passe au bord de la mer, dans une ville
de l'Atlantique française, enfin, entre autres choses, que je ne nomme pas, mais j'ai une ville en tête, et il se trouve que c'est une ville où il y a des falaises. Et à un moment, je fais réunir mes personnages au pied d'une falaise. Ils se réunissent le soir là, c'est un peu le lieu où ils se retrouvent pour... Et quand j'ai écrit au pied d'une falaise, donc après j'ai ma scène à faire. J'ai ma scène à faire, et ma scène elle dure 3-4 pages. Donc si je veux la matérialiser, si je veux la faire exister, si je veux la rendre sensible, il faut que je la décrive un peu, il faut que je décrive un peu l'environnement dans lequel ils sont. Et ben là, du coup, je me demande, mais en fait, c'est des plages de quoi là-bas? C'est des plages de galets ou c'est des plages de sable? C'est quoi? C'est de la grève, comme on dit, ou c'est ce qu'on appelle plus traditionnellement une plage? En fait, je savais plus, parce que je ne suis plus allé dans cette ville depuis très longtemps. Donc je me pose que... Tu vois, à ce moment, je suis très attentif, parce que d'un seul coup, la configuration d'une falaise devient un sujet urgent pour moi, intense. J'ai tout à fait besoin de savoir à quoi ça ressemble en fait. Alors maintenant, on a des outils, on peut aller voir des photos, mais moi, j'aime pas faire ça. Je le fais en dernier recours. Peut-être par orgueil un peu. Genre, non, non, c'est moi-même qui vais me souvenir ou qui vais réussir à... Et donc voilà, donc en fait, c'est pour ça que moi je dis toujours aux gens qui pensent qu'ils écrivent des romans pas réalistes, ils disent non, non, mais moi je suis pas dans le réalisme, je suis pas dans le naturalisme, toujours avec une espèce de condescendance un peu. Hein. C'est intéressant d'étudier ça. Oui, moi je suis dans l'imaginaire. Ouais, mais en fait, leur truc imaginaire, moi je les lis. Et en fait, peut-être qu'au départ, ils disent oui, c'était la princesse machin qui vivait au temps légendaire des Inuits et douée d'un pouvoir magique, elle pouvait combattre les dragons, etc. On peut dire ça. Sauf qu'en fait, quand il va devoir se coltiner le combat de la princesse truc avec le dragon, bah, il va falloir que ce soit réaliste. Il va vraiment falloir qu'on se demande à quoi ça ressemble un dragon qui se bat. Donc en fait, on va se retrouver dans des problématiques très matérielles, en fait, et très, où il va falloir être concret. Donc moi, je pense que tous les romans sont réalistes. Voilà. Et même quand vous faites de la SF, ben, en fait, vous essayez de rendre réel et de rendre matériellement sensible un univers qui serait un univers d'anticipation et qui serait en 2060 000 sur la planète truc. Mais au bout du compte, le travail concret d'un... Voilà, en fait, c'est ça le truc. Vous pouvez poser des bases scénaristiques et narratives qui sont fantasmagoriques, très projectifs, très mentales. Ça, c'est tout à fait possible. Et tant mieux, d'ailleurs, c'est très bien qu'il y ait ce spectre-là de possibilités narratives pour le roman. C'est ce qui fait son charme. Mais dans le concret de son artisanat, c'est toujours un artisanat réaliste. Toujours. Et ce qui fait notamment que ton... Vous m'entendez bien? C'est bon. Oui. Ce qui fait que ton roman voilà, possède ce réalisme, c'est aussi qu'il s'inscrit dans une situation sociale que tu décris avec beaucoup de précision. Et à ce titre, je me demandais, est-ce que ce roman se veut aussi le témoignage ou la sociologie, on pourrait dire, d'un certain type de couple ancré dans un contexte historique et sociétal? Est-ce qu'il y a cette vocation sociologique aussi dans l'amour, ou est-ce que c'est la conséquence de ton sujet? Ouais, c'est plutôt la conséquence. C'est-à-dire que, en fait, c'est toujours pareil. Si vous avez une option un peu réaliste, vous essayez en fait, d'être juste. Vous dire, voilà, j'aimerais vraiment rendre compte de comment vivaient Jeanne et Jacques pour de vrai. Bon, ben, à un moment, si vous voulez rendre compte comment Jeanne et Jacques vivent réellement, quotidiennement, qu'est-ce qui occupe leur corps quotidiennement, parce que pour moi, c'est ça le réel, c'est pas autre chose. Ben, il y a quand même un moment, il va falloir que vous spécifiez ce qui les fait bouffer. C'est très central le métier, notamment dans les classes populaires. À la rigueur, il y a peut-être des classes un peu supérieures qui peuvent se passer d'avoir un emploi pour subvenir à leurs besoins. Mais dans les classes populaires, pas question. Il faut bouffer, quoi, comme on dit vulgairement. Et donc, il faut avoir un emploi, puisque notre société est organisée de telle sorte que je ne peux avoir à manger et un toit qu'en échange d'argent, lequel argent ne s'obtient qu'en échange d'un emploi. Système contestable, mais il est ce qu'il est. Et donc, ben voilà, dans le fil de votre option de justesse, eh bien, à un moment, il faut quand même que vous imaginiez quel métier peut faire Jeanne. Et donc là, je me suis demandé, mais tiens, elle pourrait faire quoi? Elle, je veux dire, sociologiquement, qu'est-ce qui est le plus cohérent? Elle vient de là, ses parents étaient ça, elle est dans les... ouais, tiens, je la verrais bien à un moment faire un petit boulot un peu comme ça, genre, tiens, pourquoi pas à la réception d'un petit hôtel un peu de merde? Et puis quand même, un peu, elle monte un peu. Elle monte, elle devient secrétaire, et puis de fil en aiguille, elle devient secrétaire de Michelin, parce que c'est un peu plus important, c'est l'usine du coin. Ça me paraissait cohérent. Et c'est important parce que ça affecte sa vie terriblement. Je veux dire, l'emploi qu'on fait affecte. Et puis après, il y a des détails. Les gens ont des voitures. C'est important la voiture dans la vie des gens. C'est très important. C'est beaucoup trop important, pourrait-on dire, d'un point de vue écolo, ce que je suis pas loin de penser. Mais quand j'écris un roman, moi, je suis pas en train de me dire, oh, bah dis donc, il fera bien de moins conduire, quoi. Donc, je vais pas leur donner de voiture, tiens, ça sera ma petite touche écolo. Bah non, 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 désolé, ils ont une bagnole, il n'y a rien à faire, et donc il faut que je me demande laquelle. Et donc je réfléchis, tiens, il y avait quoi en 75, et dans cette classe sociale-là, c'était quoi le plus cohérent?
Voilà, donc en fait, en permanence, et au bout du compte, va être de réflexion en réflexion, et simplement parce que votre passion, c'est d'essayer d'être le plus juste possible et de vraiment d'être le plus ajusté à ces gens, à Jeanne et Jacques, vraiment se mettre à leur hauteur et avec eux, quoi, et ben vous finissez par multiplier et faire foisonner tout un tas de petits détails qui finissent par constituer une sociologie. Mais c'était pas le but, quoi. C'est la conséquence, quoi. Bon, il arrive que des romans fassent flotter leurs personnages dans une sorte d'éther abstrait, sans détermination sociale, sans caractérisation. C'est intéressant, mais il faut vraiment être très fort. Il faut être un très grand écrivain. Quand on n'est pas un grand écrivain, ça donne vraiment des choses juste vides et creuses. C'est arrivé, il y a des traits. Je veux dire, les romans de Blanchot, par exemple. Tiens. C'est quelque chose, les romans de Blanchot. Je vous les recommande parce que ça se lit plus beaucoup maintenant, Maurice Blanchot. Moi, j'ai beaucoup lu ça quand j'ai dans ma vingtaine. Donc, il y a les textes théoriques de Blanchot, hein, théorie littéraire, tout ça, qui sont déjà, faut les lire, c'est spécial. L'homme est spécial, d'ailleurs, Blanchot. Très intéressant, très, très intéressant. Et il y a des romans. Et alors, c'est des romans d'une abstraction absolue. Mais c'est Blanchot. Donc, ça tient. Mais on pourrait presque dire que moi, je prends un dernier exemple qui me paraîtrait intermédiaire. Kafka, par exemple. Kafka, un de mes écrivains préférés. D'une certaine manière, il y a une sorte d'abstraction de Kafka. Sauf que Kafka, à toutes les lignes, il rend tout concret. En fait, c'est-à-dire qu'en fait, c'est très abstrait. Un jour, des gens débarquent chez quelqu'un qui s'appelle, je cherche le nom du personnage du procès. D'un seul coup, ça m'échappe. Il s'appelle K. Oui, Joseph K. Je confondais avec le château de ça. Des gens débarquent chez lui, ils disent voilà, il y a un procès pour vous allez être jugé, il ne sait pas pourquoi. Voilà. Bon, c'est une hypothèse très abstraite au début. En plus, c'est pas très situé. On est dans probablement l'Allemagne contemporaine de Kafka. Et puis c'est tout. Après, ça va être relativement abstrait dans la définition même, la caractérisation des lieux et tout ça. Ce qui va être extrêmement concret, c'est tout le cheminement, quoi. C'est-à-dire c'est très précis, Kafka. Donc en fait, des fois, vous pouvez être précis et abstrait en même temps. Vous n'êtes pas obligé toujours de surcaractériser les choses, mais il faut vraiment avoir du talent. Donc peut-être que moi j'ai pas assez de talent pour me permettre cette abstraction là, donc je m'appuie sur et c'est aussi parce que j'aime ça, puisqu'encore une fois c'est comment dire, moi je suis venu ici par exemple, voilà, ce soir je fais une rencontre littéraire avec Zone Critique et avec toi Sébastien, et je suis content de venir, voilà, tout ça, et on peut dire ah ce soir on va parler de littérature, c'est le cas, oui, mais enfin moi quand je suis venu là, je pensais pas à littérature. Je pensais pas à tiens, qu'est-ce que je vais raconter ce soir? Je vais citer peut-être Shakespeare. Non, je me suis demandé comment venir. Et j'ai hésité, j'ai eu comme ça, je prends quoi? Je prends le métro ou je viens à pied? Parce que moi, j'habite pas très loin, j'habite de l'autre côté de Père-Lachaise. Ouais, bah après, je me suis dit, ah, ça monte. Ça monte. Et ça monte, et je suis un peu vanné en ce moment. Je sais pas, j'ai pas une grande forme. Et donc voilà, j'ai réfléchi et finalement j'ai pris une solution intermédiaire. Un peu à pied, j'ai fini en métro. Voilà ce qui m'a occupé pendant un quart d'heure. Pas du tout un truc genre finalement où est-ce que j'en suis avec Shakespeare. Fondamentalement, c'est pas ça. Donc et il m'arrive de penser à Shakespeare, mais c'est ça la vie. Moi, j'essaie toujours de restituer ce que j'appelle l'hybridité de la vie, ou l'impureté. J'appelle ça l'impureté, mais c'est un mot qui est peut-être mal choisi au bout du compte. C'est que c'est Shakespeare et métro. C'est ça ma vie. Et c'est peut-être, tu me dis si je me trompe, hein, mais peut-être ce qui distingue ton travail d'essayiste et de romancier, c'est que dans ton travail de romancier, tu essayes de décrire la vie au ras du réel. Et je t'ai entendu dire une fois que dans ton travail d'essayiste, tu essayes de protéger la vie, en quelque sorte, des forces de mort, des forces négatives qui empêchent les gens de vivre une vie tranquille. Ouais. Enfin, une bonne fois pour toutes. C'est bien dit, j'aime bien ça. Et justement, comment est-ce qu'on peut penser dans ton travail la coexistence d'une œuvre de romancier marquée par la tendresse, à nouveau, et puis d'un travail d'essayiste politique beaucoup plus virulent, plus agressif? Est-ce que c'est contradictoire ou est-ce que non, je pense que tu as déjà donné la réponse d'une certaine manière, parce qu'effectivement, ça pourrait surprendre ces deux jambes sur lesquelles j'avance, notamment depuis quelques années, parce que pendant longtemps, je n'ai pas fait d'essai, hein, et je me suis mis à en faire depuis 6-7 ans. J'aime bien alterner les deux, je trouve que c'est pas mal. J'aime bien. C'est deux sports un peu différents. Il faudrait quand même commencer par dire que la réputation de virulence de mes essais est quand même très largement surestimée. Hein. Oui, quand même. Je veux dire, d'abord, je me pique de ne pas faire de pamphlet et je peux le démontrer. Vraiment, j'aime pas le pamphlet et c'est pas ce que je fais. En revanche, et ma prose d'essayiste est souvent beaucoup moins virulente que sa réputation, et notamment aux yeux de ceux qui la lisent pas.
et de ceux qui confondent deux choses, qui confondent quelques prestations publiques que je peux faire, médiatiques, télévisuelles, gna gna gna, relayées par YouTube, où là, effectivement, on a le corps qu'on a, on se retrouve dans des situations de conflictualité, de débat avec des gens. Là, il y a de fait peut-être un peu de... Il y a du punch, quoi, au bas mot. OK. Et donc les gens en déduisent que mon travail d'essayiste doit être un petit peu à ce diapason-là, particulièrement punchy. Alors, je ne nie pas qu'il le soit. Je ne nie pas qu'il n'y ait pas des effets un peu conflictuels dans mon écriture d'essai, mais en fait, je trouve mon écriture d'essai particulièrement douce quand même, malgré tout. Alors peut-être douce, je dirais, comment dire, à l'aune de la colère qui est la mienne devant certains sujets, je me trouve extrêmement doux. Voilà, c'est ça que je... Mais donc voilà, non, mais je dis ça, c'est pas du tout pour fuir ta question qui est très opportune, mais pour remettre un peu les choses à niveau quand même, et de fait qu'il y a un peu plus de continuité entre roman et essai qu'on a tendance à le dire et le croire. Mon dernier essai s'appelle Boniment, c'est essentiellement un essai descriptif. Hein. Je ne cesse que décrire le monde dans lequel je vis, le monde de la marchandise, qui est un monde évidemment qui n'a pas forcément ma sympathie toujours, mais d'une part, je ne cesse de m'inclure dedans. Donc il n'y a pas non plus ce truc genre... Moi, je regarde le monde, je déteste le monde et je dis à quel point il est détestable et je me mets hors du jeu. Dans Boniment, par exemple, il y a énormément de fragments, parce que le livre est fait de fragments, où je m'inclus dans la boucle. Je parle à un moment d'un homo liberalus, j'en suis un. Je n'arrête pas de me mettre en scène devant moi-même dans des scènes du quotidien, encore une fois, tiens, où je suis moi-même sujet à un monde marchand et à des réflexes induits par le monde marchand. Donc, non, je me sens pas si... Mais c'est vrai que, comme tu l'as dit, une fois que j'ai eu cette longue précaution, non pas locutoire, mais disons cette nuance de départ quand même, oui, il y a quelque chose d'un peu plus guerrier dans l'essai que dans le roman, surtout parce que j'écris des essais quand même politiques, on pourrait dire, et donc la politique, c'est quand même le lieu du dissensus et de la conflictualité. Donc, si la politique n'est pas le lieu du dissensus, comme dirait Rancière, c'est pas de la politique, ça s'appelle de la police. Ça s'appelle... si les gens qui rêvent d'une espèce de débat public où globalement on serait tous d'accord, ces gens-là n'aiment pas la politique, ils n'aiment pas la démocratie. On va se mettre tous autour d'une table pour, au bout du compte, penser la même chose. Ben non, ça, c'est pas la politique, ça, c'est l'extinction de la politique. Donc la politique est dissensuelle. Il n'y a de politique qu'à partir du moment où des gens disent il y a un état du monde et il ne nous va pas. Et il se trouve que comme cet état du monde est protégé par d'autres gens, eh ben, ça introduit des zones de conflictualité entre des groupes sociaux. Pas compliqué, hein. Et donc, effectivement, à partir du moment où je me mets en position essai politique, il y a quelque chose qui se durcit, c'est vrai, qui se muscle un peu, qui peut-être va muscler un peu plus ma langue, ça c'est vrai. Mais, comme tu l'as dit, c'est vrai que j'ai toujours l'impression à ce moment-là, le romancier essaie de saisir la vie, et oui, l'essayiste essaie de défendre la vie contre les forces de mort, ouais. Donc pour moi c'est le même, c'est le même travail. Enfin en tout cas c'est le même tempérament, simplement avec deux moments différents, Est-ce qu'on pourrait pas dire qu'il y a quand même un regard politique que tu portes sur l'évolution de la société, notamment sur la question du couple dans l'amour, dans la mesure où tu décris un modèle de couple durable, et c'est vrai qu'à la lecture, on peut se demander si c'est un modèle de couple qui est amené à évoluer au vu de l'émergence d'une réflexion assez récente sur les nouvelles modalités de relations amoureuses, qui travaille à interroger, voire à déconstruire ce schéma relationnel qui est celui de Jeanne et Jacques. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as voulu dire dans cette direction-là? Non, alors je peux dire radicalement non. Je veux dire, là, il faut dire... Non, moi quand je suis en position romancier, j'ai pas grand-chose à dire. J'ai pas grand-chose à dire, j'ai la vie il y a une vie qui m'intéresse, j'essaie de la restituer, j'essaie de créer des situations par la fiction qui permettent de faire ressortir la vie. C'est ça mon travail de fictionneur. L'amour est un livre quand même entièrement fictionné, quand même, il faut le dire. Et c'est ça mon travail, je n'ai qu'un maître, c'est la vie, et essayer de rendre justice à la vie, dans toutes d'ailleurs ses modalités, y compris dramatiques, hein, y compris, j'ai fait un livre qui tournait autour d'un fait divers et de la mort d'une femme, donc... ça n'empêche pas, c'est toujours aussi honorer la vie que d'honorer, y compris ça, puisque ça fait partie de la vie, quoi. Non, j'ai rien à démontrer sur le couple, je n'ai pas de grandes idées sur le couple, je n'ai pas de grands modèles du couple, je n'ai pas de modélisation possible du couple, à savoir, quand même, j'aimais bien que les gens restent ensemble 50 ans, maintenant c'est un peu moins le cas, maintenant les amours sont plus frivoles, les gens, hélas, l'amour dure 3 ans, tout ça. Moi, je trouve que ça, c'est de la...
On entend tellement de gens théoriser sur tout ça. Moi, ils croient faire de la philo, mais ils font de l'éditorialisme au mieux, quoi. C'est vraiment... c'est pas très intéressant, tout ça, quand même. Puis il s'agit toujours encore de juger, encore. Le bon amour, le mauvais amour. Moi, sur l'amour, je suis très tolérant à vis-à-vis de tout le monde, hein. Les gens font ce qu'ils peuvent dans l'amour. Déjà, c'est compliqué de trouver chaussure à son pied dans l'amour. C'est compliqué de trouver un homme ou une femme avec lequel on va pouvoir s'accommoder. C'est compliqué. C'est compliqué de trouver une harmonie sexuelle avec quelqu'un. C'est compliqué de trouver une harmonie avec... tu vois. Il y a des gens, des fois, ils naissent, ils sont moches. J'ai fait une BD là-dessus. On n'en parle pas assez. Ben oui, mais c'est la vraie vie. Eh ben, ils partent pas avec la même... ça va être compliqué pour eux. Ouais. Moi, j'ai écrit une BD qui s'appelle Une vie de moche, parce que ça m'a toujours intéressé, cette histoire d'être moche. Ben, ça fait partie du jeu concret, et c'est vraiment s'intéresser au concret, hein. Si on se raconte pas d'histoire, c'est ça, quoi. Donc on peut faire des grandes théories sur l'amour c'est mieux comme si, ça c'est le vrai amour, ça c'est pas... Ouais, les gens ils font ce qu'ils peuvent, quoi, avec ce qu'ils ont. Et d'ailleurs, Jeanne et Jacques font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Je veux dire, moi je crois pas qu'il était écrit là-haut que Jeanne et Jacques étaient faits pour se rencontrer par-delà les montagnes. On rencontre d'abord qui on peut dans le périmètre de vie dans lequel on est. En plus, là, je décris une période où les gens étaient très peu mobiles, géographiquement, en général passaient quand même leur vie à peu près dans la même région. Ben, on fait avec ce qu'on a dans le coin. Là, c'est un petit bourg des Mauges où d'ailleurs 10 000 habitants. Bah, faut trouver quelqu'un qui a à peu près notre âge, qui soit libre, qui soit disposé à faire famille ou à créer une famille si jamais on en a l'ambition. Et bah, du coup, bah, c'est comment dire. Je le dis sans aucune malice, hein, et sans aucun humour noir. Je dis le choix amoureux de Jeanne et Jacques est un choix de toute façon par défaut. De toute façon par défaut. Ça ne rend pas moins beau leur amour pour moi. Mais il faut bien resituer les choses, quoi, fondamentalement. Oui, c'est pour ça que je commence d'ailleurs par un autre homme qui s'appelle Pietro et qui incarnerait la possibilité de l'amour absolu. Bah oui, bah, ça ne sera pas pour Jeanne, parce que Jeanne, elle est dans un autre espace. Elle est dans l'espace de plein de gens, quoi, qui se débrouillent avec tout un tas de facteurs, au croisement desquels on espère qu'à un moment aura lieu une rencontre amoureuse, si jamais c'est souhaité, parce qu'on peut aussi vivre sans amour. Moi, je crois qu'il y aurait un grand sujet d'ailleurs à faire sur les gens qui ont renoncé à compagnonner amoureusement avec quelqu'un et qui s'en trouvent pas plus mal. Est-ce que pour autant, quand je ferai ce livre, ça vaudra manifeste? Ça vaudra que faut arrêter avec l'amour, faut arrêter, faut dépasser l'amour, faut vivre tout seul. Non, c'est juste que j'aurais trouvé ces vies intéressantes. Je trouve intéressantes. Il m'arrive de rencontrer des gens, ils me racontent des trucs. C'est pas que je sois d'accord ou pas d'accord, c'est que je trouve intéressant ce qu'ils me racontent. J'ai récemment rencontré une jeune femme qui me dit je suis vierge, elle est à 26, elle me dit ça, je veux dire, au bout de 2 minutes, quoi. Qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Pourquoi elle me dit ça? Non, c'était pas au bout de 2 minutes, c'est au bout d'1 heure ou deux. Et bon, elle avait bu quoi? 2 bouteilles de whisky à peine. Non, mais bon, c'est très... Bon, après, les gens me parlent assez facilement, donc puis, bon, je pose des questions. Ça. Et elle me dit ça, elle me dit non seulement qu'elle est vierge encore, oui, à 26 ans, mais qu'elle compte, voilà, elle restait vierge jusqu'au mariage. Elle était catholique, voilà. Et comment dire? Je me suis dit, tiens, bon, d'une part, ça m'a passionné. Ça m'a passionné parce que c'est singulier, parce que cette fille m'émouvait. Et je pense que ça, le fait qu'elle ait un principe de vie m'émouvait aussi. Ça ne veut pas dire que je trouve que dans nos sociétés, les gens n'ont pas assez de principes. Je trouve que peut-être on pourrait même dire en général que les gens ont trop de principes. Donc moi, je ne suis pas de ceux, les éditorialistes qui sont pas des philosophes qui disent oh, on n'a plus de repères. Je ne crois pas, c'est ça, c'est des généralités. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc je me suis rien dit devant cette fille. Je me suis juste dit qu'elle m'intéressait. Je trouvais que c'est tiens, ça me faisait ma soirée, quoi. Et je me suis dit tiens, ça ferait un beau personnage de roman. Et si demain je faisais ce roman, bon, c'est peut-être pas prévu, mais admettons, un personnage, ça serait ça en fait. Ça serait, elle a décidé, un personnage un peu romérien, quoi. J'aime bien les personnages de Romer, les personnages de femmes chez Romer qui sont géniaux, qui ont toujours une idée fixe et qui s'y tiennent. Le personnage du rayon vert, meilleur Romer, Delphine, elle dit au début de l'été, alors que ça drague partout autour d'elle, quoi, les gens, hey, viens en boîte, on va draguer, on va trouver des mecs. Tu vois. Elle dit non, mais elle veut pas draguer. Elle dit que si elle doit rencontrer quelqu'un, ça se fera tout seul. Elle a cette espèce de croyance que la rencontre amoureuse ne peut pas se préparer, se forcer, se précipiter par ce qu'on appelle des trucs intermédiaires qui s'appellent la drague ou des techniques. On va aller dans des lieux où on est susceptible de rencontrer, chose qu'on a tous fait, quoi. Elle, non, ça viendra si ça vient. Et ça finit par venir. C'est beau. Devant un coucher de soleil qui fait un rayon vert, vous voyez ce film, c'est vraiment génial. Comme tout Romer. Moi, j'aime bien ça. Est-ce que, pour autant, je partage l'avis de Delphine que dans la vie, il faut laisser venir les choses? Non, j'ai pas d'avis là-dessus.
J'ai l'air d'avoir des avis sur tout, mais c'est pas vrai en fait. Il y a plein de trucs sur lesquels j'ai pas d'avis, et notamment sur les modalités de vie. Il y a plein de façons de vivre, et bon, tant qu'elles, comment dire, tant qu'elles sont pas toxiques. Bon. Et donc, si jamais je fais ce livre sur cette jeune femme ou une jeune femme qui aurait cette espèce de principe-là de rester, je suis sûr que évidemment tout un tas de gens me diront alors comme ça vous promouvez la virginité jusqu'au mariage. Bravo. Le virage intégriste de François Bégodeau. Je le vois déjà en une de Marianne, probablement. Toujours sympa avec moi. Hein. Eh ben non. Ce qui pose un problème. Ce qui pose un problème, c'est que, hélas, peut-être qu'en fait, ce livre, je n'écrirai jamais, ou ce petit livre, ou cette nouvelle, peut-être, je l'écrirai jamais, précisément à cause de ça. Ce qui serait bête de ma part. Mais des fois, on se dit ça. On se dit, bah non, je ne vais pas écrire ça. Ça va être mal interprété. Il y a les fabriqueurs d'opinion qui vont se jeter sur moi. Quoi. De fait, sur l'amour, moi, je sais très très bien qu'il y a des lecteurs un peu conservateurs qui adorent l'amour, qui sont venus me voir. Ils l'aiment peut-être pour X raisons, mais notamment parce que ils sont contents que soit promu un amour fidèle. Et avec en plus le côté un peu, ah c'est bien, vous rendez hommage à la France profonde, la France des terroirs, la France des territoires. Des fois, je les voyais me dire la France blanche, quoi. Et je pense que c'était un peu leur idée quand même. Et donc voilà, en fait, on sait très bien que quand on balance des récits dans la nature, ils vont être lus par plein de gens en fonction de leur grille idéologique. Et moi, j'ai toujours envie de protéger un peu le roman en disant non, non, mais ne lui faites pas dire davantage que ce qu'il ne dit. Donc vraiment, non, je trouve, je suis sans doute un peu ému, effectivement, de voir des couples rester si longtemps ensemble. Mais on peut être ému par quelque chose sans en faire une thèse, sans en faire une promotion. C'est possible, ça, en fait. Et ça serait peut-être ça, l'espace de l'art. C'est l'espace où vous êtes dans l'émotion des choses, mais elles ne valent pas opinion. Et c'est là que l'art est précieux. Dans un monde, pour le coup, bon, ça fait longtemps que ça dure, mais où il est quand même, je veux dire, on s'empresse tous beaucoup d'avoir des opinions sur tout quand même. Et on est parfois sommé d'avoir des opinions sur plein de choses. Et puis on a maintenant tout un tas de canaux qui sont des canaux d'expression de l'opinion. Les fameux réseaux sociaux sont fondamentalement des réseaux d'expression d'opinion. Alors que l'art puisse être un lieu où on laisse l'opinion de côté et simplement on fait droit à des émotions qui ne valent pas opinion, je trouve que c'est pas mal. Ça rend peut-être le milieu de l'art, enfin l'espace de l'art comme subversif. Mais à ce sujet, et pour terminer cet entretien, avant d'ouvrir les questions, un des grands romanciers, on va dire, qui protège cet espace de l'art, c'est Flaubert, qui est donc un romancier dans la filiation de laquelle tu t'inscris. Ouais, je crois que totalement. Tu disais que Un cœur simple, c'est peut-être le récit que tu as le plus lu ouais. De tous les récits. Et voilà, moi, c'est un romancier que j'aime infiniment aussi. Et je me disais, est-ce que tu pourrais, pour terminer, nous dire quelques mots, peut-être pour tous les lecteurs, les lycéens un peu contrariés par des lectures de Madame Bovary ou de l'éducation sentimentale au lycée, et qui s'en sont peut-être jamais remis, et n'ont jamais rouvert, hélas, un livre de Flaubert. Est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots pourquoi lire Flaubert, au fond, c'est précieux? Bah, déjà, je pense que techniquement, effectivement, pourquoi est-ce qu'on lit si peu Un cœur simple au lycée? C'est marrant. Effectivement, on s'embarque souvent dans l'éducation sentimentale, Madame Bovary. Je pense encore maintenant. Ça va être toujours pas mal de listes de bac et lecture de seconde ou de première, ça. Pourquoi pas Un cœur simple? C'est plus court, et puis c'est beau, et puis c'est simple. Et on pourrait étudier toutes les phrases comme étant des petits chefs-d'œuvre d'agencement phrastique. C'est dommage. Déjà, peut-être que je pourrais leur dire, bah, achetez les 3 contes, parce que c'est dans 3 contes, Un cœur simple, mais les 2 autres contes sont magnifiques aussi. C'est très court, c'est très beau, et c'est simple. Et peut-être que ça vous, si jamais vous avez été traumatisé par Madame Bovary, eh ben, ça provoque un contre-trauma, hein, c'est comme ça qu'on dit en psychologie. Après, ce que je pourrais dire aussi, c'est que, moi, il me semble, où ça devient compliqué, ce serait peut-être un peu l'angle mort de ta question. L'angle mort de ta question, ça pourrait être... Il n'est pas écrit que tout le monde doive absolument aimer tout. On n'a pas tous des tempéraments pour tout, c'est ce que j'ai dit un peu tout à l'heure. Moi, je pense que quand je lisais Flaubert à 16-17 ans, il y a un truc qui m'impressionnait tout de suite, enfin, je veux dire, qui me tapait, sans que je sache vraiment l'expliquer, c'était sa phrase, comme un truc musical presque.
Ça, ma foi, c'est compliqué de le transmettre. C'est compliqué de... Ça le fait ou ça le fait pas. Je pourrais, là, si on avait un Flaubert sous la main, je pourrais prendre une phrase et dire, voyez, là, quand c'est foutu, je pourrais faire ça. Mais à 17 ans, je n'aurais pas pu le faire. Mais pourtant, je le ressentais. Et là, on arrive à ce que j'appelle l'angle mort, hein, l'angle mort de l'idée que tout puisse être transmis à tout le monde. C'est pas vrai, en fait. Je veux dire, de la même façon que moi, il y a des choses auxquelles je suis insensible et auxquelles je pense que je vais rester durablement insensible. Je pense que je suis, depuis de longue date, insensible au jazz. Et sans aucune animosité. Hein. Il y a tout un tas de gens qui n'aiment pas le jazz, ils ne peuvent pas s'empêcher de tout de suite produire tout un tas de choses méchantes sur le jazz. Et on va vraiment dire, mais vous énervez pas, c'est pas grave. Enfin, je pense qu'ils s'énervent contre eux, en fait. Souvent, d'ailleurs, quand on peste contre un art qu'on ne comprend pas, on peste contre soi de ne pas le comprendre. C'est une espèce d'auto-ressentiment. Donc moi, le jazz, j'aurais été tout à fait disposé à être emporté par cette musique. Et très clairement, il y a quelque chose qui ne colle pas. Bon, il y a des morceaux de jazz que j'aime bien, hein, mais du jazz, je pense, un peu bas de gamme, d'ailleurs. Ouais, je vois bien, c'est plutôt c'est du jazz par où il ressemble à la chanson. Mais le vrai jazz, c'est-à-dire celui qui est sur des temps longs, presque semi-improvisé, non, je vois pas que j'ai... Et je peux sans doute rencontrer demain un spécialiste de jazz ou un amateur de jazz ou un musicien de jazz qui pourra me dire des trucs, et ça m'est arrivé de les écouter parler, mais bon, ça ne fera jamais que d'un seul coup je me mette à connecter, à vibrer sensoriellement et sensuellement pour cette musique. C'est pas possible, quoi. Donc la phrase de Flaubert, pour moi, c'est un peu le jazz, hein. C'est un peu pareil. Donc tu l'as pas. Donc voilà, il faut quand même préciser ça. Ce que je pourrais dire quand même, c'est que il me semble que l'ennui que procure parfois Madame Bovary, notamment, parce que lui, que 61 était un roman quand même très dense, où il y a beaucoup de personnages, beaucoup de situations, il y a de l'histoire. Donc celui-là me paraît plus accessible, je pense. Madame Bovary, ce qui a ennuyé terriblement des générations de lecteurs encore maintenant et de lycéens, c'est que ce sentiment qu'il ne se passe rien. Et c'était bien le projet de Flaubert. C'était une vie ordinaire, une vie comme n'importe quelle vie, et donc avec les vides et les creux de toute vie, sauf quelques petits pics qui vont s'appeler, mais qui vont être très largement dédramatisés et ironisés par Flaubert, à savoir les 2-3 amants que Emma va avoir. Ça aura été la grande aventure de sa vie, c'est Rodolphe, quoi. Sauf que c'est une aventure un peu piteuse, un peu nulle. Lui, je pense, ne pense qu'à consommer la chair d'Emma, et Emma se fait un film sur Rodolphe. Donc même quand il se passe quelque chose, il se passe rien, en fait. Donc rien n'aura eu lieu que le lieu. La pauvre Emma finira dans un sale état, après avoir à peu près vécu une vie qu'elle ne voulait pas, mariée à un mec tout à fait médiocre, dont elle porte le nom, d'où le titre. Ouais, c'est un titre génial, Madame Bovary. Hein, voilà. C'est du grand art qu'on n'a pas l'air. Dit Madame Bovary, bon, voilà, le titre simple, quoi. C'est une héroïne, elle s'appelle Madame Bovary, et il appelle son livre Madame Bovary. Gustave, là-dessus, tu as été un petit peu feignant. Ben, pas du tout. Gustave, il n'a pas été feignant, parce que tout de suite, il met le fait que cette femme vivra toujours en deuxième main. Elle va vivre avec le nom d'un autre, ce qui arrive à beaucoup de femmes. Le patriarcat étant ce qu'il est. Et le primat du patronyme, du nom du père. Mais c'est un truc. Par ailleurs, Bovary, on entend des choses. On peut faire sonner Bovary, du côté des bœufs, notamment. Donc on peut dire beaucoup de choses. C'est ça le génie de Flaubert, c'est que ça n'a jamais l'air extrêmement signifiant. C'est pas de la grande orfèvrerie. Enfin, comment dire, l'artisanat de Flaubert n'est pas très flamboyant, en fait. C'est des phrases assez courtes, assez frappées. Et en fait, et pourtant, c'est saillant tout le temps. Mais pour aimer Madame Bovary, je pense qu'il faut avoir la conviction que dans la vie, tout est intéressant. Ça, je ne sais pas si cette conviction peut être transmissible. Et c'est vrai que c'est des très beaux textes de Rancière sur Flaubert. Il dit que Flaubert est un écrivain démocrate. Pourquoi? Parce que il instaure, par son écriture même, une espèce de démocratie du vivant. Une égalité absolue de tous les éléments du vivant. C'est-à-dire que la description d'un napperon prendra autant de place que la description d'un baiser entre deux amants. Parce que le napperon, le baiser, tout ça, c'est la vie, et c'est aussi important. Si vous êtes dans cette idée que n'importe quoi dans la vie est important, est intéressant, est saillant, pour peu qu'on le regarde longtemps, qui est une expression de Flaubert, eh ben, vous vous ennuyez jamais dans Madame Bovary. Après, si la vie vous ennuie, Madame Bovary vous ennuiera. Mais si la vie vous ennuie, je ne peux rien pour vous. C'est la limite du pédagogue que je... Non, mais tu vois, il y a quand même un moment, il faut... C'est peut-être cruel, hein. C'est peut-être cruel de constater qu'il y a un moment... C'était ce truc qui m'avait beaucoup frappé, tu vois, en termes de pédagogie. Pour moi, la meilleure scène sur l'école de tous les temps, elle est pas dans Entre les murs, loin de là. Elle est dans l'Esquive de Kéfiche. Et il y a un cours de théâtre, à un moment, auquel s'inscrit le jeune Crimeau,
de la banlieue arabe. Et il s'inscrit à un cours de théâtre, enfin en tout cas à un atelier théâtre de sa prof de français ou d'une prof de français dans le collège, parce qu'il est amoureux d'une des filles qui fait du théâtre. Donc ils s'en fout du théâtre, lui. Mais bon, il se retrouve à jouer du Marivaux ou à répéter du Marivaux par ce biais amoureux, quoi. Ce qui est intéressant comme faussement. Et puis il y a cette scène extraordinaire qui dure 10 minutes, comme Keshish sait faire des scènes extraordinaires quand même, où la prof essaie vraiment avec une grande patience de lui faire dire du Marivaux avec le ton. Parce que le pauvre Crimo, il lit Marivaux vraiment comme si il lisait la météo, quoi. Enfin, donc il n'y met pas le ton, il n'y met pas. Pourquoi? Parce qu'il ne voit aucun intérêt à ce truc, il ne connecte pas avec le texte. Et puis en plus, il est timide, il est très inhibé, et ça, ma foi, c'est pas de sa faute. Et donc il marmonne, quoi. Il marmonne de tel, je sais plus ce que c'est d'ailleurs, quel Marivaux en question, peu importe. Et alors, elle est très patiente, la prof. Vraiment pédagogue de gauche, quoi. C'est-à-dire, tout le monde a sa chance, tout le monde peut comprendre Marivaux, tout le monde peut jouer Marivaux. On est patient, on va y arriver parce qu'on est comme ça, parce qu'on est dans un volontarisme socio-cul. Ok, donc elle est hyper patiente. Les 5 premières minutes, elle est patiente. Parce que peu à peu, elle perd patience. Elle perd patience et c'est très beau et c'est extraordinairement joué par la comédienne. Extraordinaire, prestation de comédienne. Et elle finit exaspérée par le fait que ça sorte pas. Elle finit par lui crier « Mais amuse-toi !» Voilà. L'injonction paradoxale absolue. L'injonction paradoxale absolue. Il y a quand même des choses que vous ne pouvez pas enjoindre à autrui. Donc je ne peux pas enjoindre à autrui de s'intéresser à la vie. Ça, c'est sûr que c'est une modalité. Je ne vois pas comment je pourrais susciter chez autrui un tempérament qui lui rende la vie passionnante. Voilà, c'est quand même la limite de toute pédagogie. Il ne faut pas oublier. On ne peut pas rendre les gens... On ne peut pas changer le corps des gens. Ils ont le corps qu'ils ont. Merci beaucoup, François. Avant de terminer, je pense qu'on peut prendre un petit temps voilà, pour les questions du public, s'il y a des questions. Oui, une question là. On va te passer un micro, Emmanuel. Je vous remercie pour cette présentation. Vous parlez de l'amour ordinaire, de l'ordinaire de l'amour aussi. Est-ce que pour vous, l'amour passionnel ou plus emporté est quelque chose d'assez bourgeois finalement, qui n'aurait pas eu sa place parmi les classes populaires dans votre roman? Ouais, vous voulez me remettre dans l'opinion, là. C'est-à-dire que vous voulez que je classe, vous voulez que je distribue les bons et les mauvais points. Oui, d'un certain point de vue, on pourrait dire que peut-être les gens qui vivent l'amour sous le régime de la passion, ou dans l'élément de la passion, comme dirait Adam Badiou, c'est parce qu'ils ont le temps. Et effectivement, ce qui caractérise les classes supérieures, c'est d'avoir plus de temps que les autres. Je pense qu'on peut dire que même c'est ça le grand luxe du riche, c'est qu'il peut s'acheter du temps. Moi qui suis semi-riche, je vois bien que je peux m'acheter du temps. Donc je sais de quoi je parle. Mais donc oui, en première analyse, on pourrait dire ça. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je pense que ce qui est beau d'ailleurs avec la passion, c'est-à-dire l'emportement amoureux, ce qui peut être aussi l'emportement sexuel. Il y a aussi des passions sexuelles, passions sentimentales, passions un peu les deux en même temps. On ne sait pas trop ce que c'est, mais c'est une passion. Ce qui est quand même assez beau, c'est que ça peut quand même frapper tout le monde, quoi. Je pense que ça peut frapper des prolos, des classes moyennes, des blancs, des noirs, des jaunes, des verts, des rouges, tout ce qu'on veut, quoi. Donc non, je ne pense pas que la passion soit l'apanage de la bourgeoisie. Peut-être que la passion serait l'apanage d'un certain roman bourgeois qui n'aurait pas grand-chose d'autre à raconter que ça. Parce que ce serait un peu leur grande expérience, comme ils vivent plus grand-chose, étant un peu dans une vie dématérialisée, donc ils n'ont plus beaucoup de contraintes. La passion, c'est pour un bourgeois, de nouveau, se heurter à l'adversité. Parce que la passion, c'est un truc où on est dépossédé de soi, dépris de soi. Et donc peut-être que là, d'un seul coup, bon, c'est à ce titre-là qu'on pourrait dire que oui, ça peut être accolé parfois à un certain roman dit bourgeois, ce qui est une catégorie aussi discutable. Mais je crois pas. Moi, j'ai une petite réticence à la passion qui n'est pas une réticence de classe, pas vraiment. Non, non. Disons que le spectacle, voilà, c'est pas du tout un truc genre pour moi l'amour c'est pas passionnel ou pour moi l'amour ceci ou cela ou l'amour ça se vit comme ça et pas comme ci. C'est que moi, il se trouve, je peux rendre compte d'une seule chose, c'est que le spectacle de la passion est un spectacle que je trouve pas du tout beau. Voilà. Quand je vois des gens passionnément et s'aimant passionnément et faisant un petit peu toute la panoplie de la passion là,
Ça a plutôt tendance à me lasser très vite, voire limite, je trouve ça ridicule. Et en plus, moi, je pense que je n'ai pas de propension à la passion en moi-même. Je suis pas, c'est pas sous cette modalité-là, moi, que j'aime la vie, les gens. Je pense que je suis dans l'amour calme en général, que ce soit en amitié ou ailleurs. Mais donc voilà, c'est à ce titre-là. Mon premier livre portait sur une passion. C'était plutôt un livre, là pour le coup, qui était assez remonté contre la passion. Il s'appelait Jouer juste. Donc, parce que je trouve, oui, là je théorisais pour le coup. Le livre était plus théorique hein, que ce que j'ai pu faire par la suite. Et il me semblait avoir observé que dans la passion, finalement, on n'aime jamais que soi-même. Ce qui n'est pas un truc nouveau, hein, ça a déjà été dit par d'autres moralistes et d'autres romanciers psychologues. Mais oui, j'ai un peu cette intuition toujours que la passion est une espèce de dépli de son propre narcissisme. Mais peut-être que je me trompe, peut-être que... C'est surtout un truc esthétique, quoi. C'est vrai que ça m'émeuvent beaucoup plus, effectivement, les petits couples qu'on connaît depuis 10 ans, qui sont ensemble. Dès qu'on les voit, ils sont deux. Ils repartent, ils arrivent, ils sont deux, ils repartent, ils sont deux. Je sais pas, ça m'émeut, je trouve ça beau. Oui, voilà, je peux pas dire mieux, quoi. Un truc... Mais surtout que je pense que d'ailleurs, c'est affront renversé, en fait, entre moi, ce que j'ai essayé d'écrire entre Jeanne et Jacques, et ce que serait la dramaturgie de la passion, telle qu'on l'a beaucoup vue en littérature, au cinéma, au théâtre. C'est qu'il me semblait quand même que dans la passion, on peut dire qu'il y a une espèce de super amour qui tombe sur deux personnes, et voilà, et immédiatement, en tout cas, peut-être pas coup de foudre, mais en tout cas, c'est assez fulgurant, et qu'en fait, après, ça ne peut que décliner. En général, quand on raconte une passion, on raconte aussi son extinction assez rapide, en fait. Ils se sont très vite consumés. Voilà, il y a plein de livres qui parlent de ça. Il me semble que dans le cas de Jeanne et Jacques, c'est la dramaturgie tout à fait inverse. Je pense que vraiment, il n'y a pas du tout de coup de foudre entre eux. C'est ce que j'ai essayé de disposer au début. Hein. Pas du tout genre, ils se sont vus, ils se sont reconnus, c'était elle, c'était lui. Pas du tout. Ils se voient une première fois, ils se remarquent presque pas. Une deuxième fois, ils commencent un peu à se remarquer, mais bon, pas plus que ça. Puis la troisième fois, ah, quand même, oui, bon. Mais c'est pas... Et moi, il me semble qu'en fait, au départ, ils partent sur des bases où ils perçoivent que, ouais, ils vont faire un bout de route ensemble et que ça va coller. Et je pense qu'en fait, l'amour arrive avec le temps. C'est vraiment l'inverse de la passion. Le temps est toujours l'ennemi de l'amour, en fait, dans les récits passionnels. Au départ, on part de très haut, et en fait, le temps ne peut apporter que son extinction et son déclin. Dans le cas de Jeanne et Jacques, je pense qu'il y a une montée en puissance. Genre, peu à peu, de l'amour se dépose dans leur vie, et ils finissent sans doute plus amoureux qu'ils ont commencé. Ce qui est quand même pas exactement ce qu'on raconte en général. Le temps est toujours considéré comme charriant du déclin, et pas du tout du... Moi, je crois qu'il y a beaucoup de gens comme ça, dans le régime ordinaire de la vie. Il y a beaucoup de gens qui se sont accommodés l'un de l'autre et qui se sont dit, tiens, bah ouais, ça va bien se passer entre nous. Parfois, les gens cherchent aussi du calme. Hein. Les gens cherchent du calme. Des fois, la vie est violente, la vie est brutale, la vie est compliquée, la vie est inconfortable, la vie est insécure. Juste de trouver un être humain avec lequel on peut inventer une petite zone de paix. Et des fois, les gens ne cherchent que ça. Et c'est beau déjà de chercher ça. Et quand vous sentez que vous avez trouvé ça, vous dites, ah bah putain, c'est pas mal là. Allez, on va se marier parce que c'est bien. Au moins, c'est pacifié. Et c'est après, peut-être que peu à peu, de l'amour vient se déposer, se sédimenter comme ça. Moi, Jeanne et Jacques, pour moi, c'est ça. Bonsoir, merci beaucoup. J'ai deux questions, une plus anecdotique, mais la première, c'était pour revenir sur la... que vous avez parlé de l'équilibre entre votre jambe d'essayiste et de romancier. Et c'est quelque chose que, justement qui m'interroge souvent, parce que je suis pas mal de vos interventions, et je m'étonne souvent de ne pas être tout à fait d'accord là-dessus, alors que je pense que politiquement, on a sans doute beaucoup d'affinités. Et il y a une actualité en ce moment de la question de comment joindre littérature et politique. Ça revient avec les bouquins notamment de Sandra Lucbert ou de Kauter Archi et Joseph Andras. Et justement, je suis assez étonné de voir que je pense que c'est fondamentalement des gens qui sans doute vous intéressent ou avec qui vous avez sans doute des connivences. Et en même temps, j'ai l'impression que peut-être que c'est une question de puissance ou de ce qu'on sait faire, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, que leur démarche de réarmer la littérature dans le lieu même de la littérature vous reste un peu étrangère par rapport à ce que vous faites dans votre travail de romancier. Et je me demande un peu pourquoi.
Alors, il y a un truc qui m'est pas étranger du tout quand même, c'est précisément cette question-là. Cette question à savoir qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire une littérature politique et qu'est-ce que ça serait pourrait vouloir dire une contribution littéraire à l'effort politique qui serait spécifiquement littéraire. Ça, c'est une question qui m'obsède depuis 35 ans, puisque la politique m'intéresse, la littérature, et donc j'ai écrit des textes parfois là-dessus, j'ai un peu déblatéré là-dessus. Est-ce que ça apparaît dans mon travail de romancier ? Oui, moi je pense que fondamentalement, il y a chez moi une politique de la littérature, quand même, au travail. Mais peut-être que j'ai lu le livre de Sandra Lucbert, j'ai lu le livre de La Fabrique. Je n'ai pas encore lu l'autre de Kautarchi et Andras, je le dirai. Et je dois dire que autant ces livres m'ont intéressé, autant je vois bien que finalement on pose pas. Peut-être que je me suis rendu compte en les lisant, effectivement, j'ai plutôt de la fraternité politique pour quelqu'un comme Sandra Lucbert et quelqu'un comme Nathalie Quintane qui écrit dans le livre collectif pour La Fabrique, et puis d'autres gens qui ont écrit, Louisa Yousfi, que j'aime beaucoup, et puis voilà. On est globalement dans les mêmes eaux politiques, et pour autant, je vois bien que fondamentalement, ce qui pourrait ne pas m'intéresser et qui ont l'air de les intéresser, c'est que vraiment oui, que la littérature essaie de rendre compte de la question sociale, de la question qui les intéresse au premier chef et qui m'intéresse aussi politiquement, la question sociale, la question du capitalisme, la question des rapports de force, la question de... oui, ça c'est vrai que fondamentalement, autant ça peut m'intéresser que ça apparaisse de temps en temps dans mes romans. J'ai par exemple fait un roman que je crois très centré là-dessus, qui s'appelle En guerre, et puis quelques autres quand même. Autant c'est vrai que ça ne m'obsède pas en fait. Et c'est là que vous avez raison. Vous avez une bonne intuition, et je dois dire que mon truc... Mais ça, c'est peut-être parce que je suis peut-être plus vitaliste encore que marxiste. Peut-être, en fait. Je m'interroge à haute voix devant des gens. C'est très impudique. En plus, je suis en chaussettes. Enfin, c'est vraiment pas bien, quoi. Non, peut-être que oui. Peut-être que mon vrai Dieu, c'est la vie, et peut-être pas tant la lutte des classes, en fait, fondamentalement. En politique, clairement, hein, je suis très dans cette ligne-là, et je considère que de lire la société comme structurée par des rapports de classe reste la lecture la plus pertinente sur une société. Et je crois que je l'ai suffisamment dit pour que ce soit crédible quand je le dis. Mais c'est vrai qu'en position romancier, ou moi-même en tant que spectateur d'art, j'aime assez, et je pourrais citer des très grands films ou des très grands livres qui, je trouve, produisent une intelligibilité politique de la situation tout à fait passionnante. Des grands cinéastes, voilà, par exemple. Et ça m'intéresse, mais je ne suis pas obsédé par ça. Ça ne m'obsède pas de toujours aller y trouver ça, et que moi, ma littérature devrait maintenant absolument essayer de se connecter sur la lutte sociale. Non, je ne suis pas obsédé par ça du tout. Peut-être par un moindre investissement, peut-être que c'est moins prioritaire pour moi. Là, vraiment, on arriverait à des choses de tempérament aussi. Ouais. Et l'autre question très anecdotique, c'est en tant que fidèle auditeur de La Gêne, est-ce que vous envisagez de faire un épisode critique du Mus de Gaspard Koenig ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Encore faudrait-il que je l'eusse lu. Mais c'est pas bien du tout. Ah non, justement, si, j'étais très étonné en le lisant d'être séduit par un type qui n'est pas forcément de mon bord politique, Ouais. mais qui est incontestablement pas con. Ouais. Et du coup, justement, ça m'aurait autant intéressé d'avoir la lecture d'un Bégodeau sur ce bouquin. Non, mais je me suis promis de le lire cet été quand j'aurai le temps, parce que le truc est un peu épais, j'avais pas trop le temps à la rentrée là. Mais je le lirai. Alors, de là à faire une gêne, ce sera un petit peu en retard, mais peut-être que. Mais effectivement, c'est intéressant, puisque le type est plutôt une espèce de penseur libéral sur pattes, qui s'en cache pas du tout. Mais qui d'ailleurs est plutôt intéressant comme penseur libéral, pour une fois, quoi. Tout petit peu moins médiocre que les autres, quoi. Et je crois qu'il vient de la littérature un peu quand même à la base, ce monsieur. Il avait commencé par écrire des romans, en fait. Donc en fait, peut-être qu'il est plus talentueux en littérature que ce que nos préjugés de gauche pourraient laisser croire. Je le lirai. Bonsoir François, merci beaucoup de votre intervention. Moi j'avais une question par rapport au lien entre le roman justement et l'essai. J'espère que ça ne sera pas doublon avec la question de monsieur précédemment. Moi quand j'ai lu Notre Joie, il y a quelque chose qui m'a vraiment intéressé, c'est le passage où vous dites « Lire est émancipateur parce que lire ne sert que la cause de la lecture », avant d'ajouter que les anticapitalistes ne lisent que pour s'armer contre le capital, donc ils lisent utile. Il y a quelque chose qui m'intrigue, c'est que vous dites page 311 de Notre Joie, pour être très précis. Ah, là, je suis coincé. Voilà. Il y a toujours un type qui me piège, c'est là. En plus, d'habitude, je pars, mais là, je peux pas, je suis en chaussettes. Donc, vous séparez explicitement la littérature de la politique.
Et en fait, ma question, c'était tout simplement, est-ce qu'on ne peut pas, en lisant des essais politiques, être émancipé et pouvoir s'émanciper grâce à l'essai politique? Et aussi, autre question, est-ce qu'on ne peut pas éprouver de la joie en lisant des essais politiques comme on pourrait lire un roman, par exemple? J'espère bien qu'on peut éprouver de la joie en lisant des essais politiques, parce que j'en fais, donc j'espère bien qu'ils inspirent de la joie. Moi, il m'arrive de lire des essais et qui m'inspirent une certaine joie, en tout cas une certaine... pas toujours, je dois dire, parce que on peut pas dire que tous les essais politiques aient un grand souci de l'expression, de la forme et de la composition générale. Donc des fois, bon, c'est pas, la langue est un peu maltraitée quand même dans certains. Mais après, moi, je déconnecte pas la littérature de la politique, mais c'est vrai que en fait, il y a quelque chose comme une espèce d'impossibilité. C'est vrai que la question, et de fait, c'est complémentaire avec l'intervention précédente, la question est très à la mode en ce moment. Enfin, elle est revenue un peu au galop à travers quelques essais, littérature politique. Bon, on fait quoi? Ce qui, en gros, vient quand même du camp de la gauche. Donc, en gros, plus spécifiquement, il ne faut pas se mentir. Ça veut dire, dans quelle mesure est-ce que la littérature pourrait accompagner comment dire, le combat politique d'émancipation tel qu'il se définit à gauche, et dans une gauche assez radicale. C'est quand même ça qui se passe. Et je dois dire que je suis dubitatif sur le fait qu'on puisse comme ça définir des canons d'un art qui serait configuré de sorte que, ouais, ça serait de l'art politique, et ça serait de l'art qui irait dans le bon sens, mais sans du tout oublier d'être un art. Moi, en fait, je pense qu'on n'y arrive jamais. Et c'est très compliqué de formaliser cette chose-là et de créer une espèce de grande synthèse ou de modèle absolu. Alors, ce que j'en arrive à dire, c'est que... Mais d'ailleurs, je suis en train de finir un essai qui est un peu sur ces questions-là. Donc, il sortira en septembre. Donc, voilà, vous verrez quand même que c'est une question qui m'intéresse et que j'essaie un peu de travailler au corps. Mais j'en arrive parfois à des conclusions du genre de celles que j'ai énoncées dans Notre Joie. Finalement, la littérature est subversive en tant que littérature, en tant qu'elle m'offre un moment de non-rentabilité dans mon quotidien, totalement soumis au régime de la rentabilité. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que lire, c'est pas profitable. C'est même pas profitable socialement, et de moins en moins. C'est même plutôt disqualifiant, en fait, socialement, d'être un lecteur. Et donc, si vous passez effectivement 20 heures sur un roman, je sais pas, russe du 19e, c'est sans aucune rentabilité. Donc, dans le temps même où vous lisez, oui, vous êtes à ce moment-là un petit peu en exception du régime de la marchandise. Donc, oui, je dirais, indépendamment du contenu même du livre, l'acte même de lire et de se concentrer, de se mettre hors, de s'abstraire totalement de toute injonction à la rentabilité, ça me paraît quand même quelque chose. Et après, moi, je pense, en fait, j'en arrive à la conclusion qui est à la fois trop simple pour être honnête, mais en même temps la seule que je trouve à peu près cohérente. Il me semble qu'en fait, l'art est émancipateur quand il est de l'art. Donc, plutôt que de vous demander comment est-ce que je pourrais faire un art politique, faites de l'art et il sera politique. Il sera subversif, il vous déplacera. Parce que c'est ça, en fait. Ça vous déplacera de vos assignations, des assignations sociales, des choses comme ça. Donc, oui, moi, je pense que si un film était vraiment de l'art, eh bien, il y aura une possibilité d'émancipation en lui. Indépendamment de ses contenus, parce que franchement là, je pense que... Parce que, en fait, je finis là-dessus, mais l'ambiguïté de cette affaire, c'est que pour des gens de gauche qui sont en train de se demander comment nous, littéraires de gauche, on pourrait participer à l'effort de gauche, ça revient toujours à se demander comment est-ce qu'on pourrait faire des œuvres de gauche. Donc en fait, l'idée, ça serait quoi? Ça serait qu'en fait, nous, les gens de gauche, on va faire des œuvres de gauche qui seront lues par des gens de gauche, qui reconnaîtront comme des gens de gauche, comme des œuvres de gauche, et la gauche parlera à la gauche, et on sera tous d'accord, et les gens de gauche auront lu un truc avec lequel ils sont d'accord, et en fait, ça tourne en rond, quoi. Donc, non, je pense que l'art, il faut vraiment qu'il soit non pas du tout déconnecté de la chose politique, c'est sûrement pas moi qui vais dire ça, mais il faut qu'il fasse son truc. Il faut qu'il fasse son truc dans son coin. Et c'est là qu'il sera fort. C'est pas en essayant absolument de raccrocher un train qui de toute façon n'est pas le sien. Voilà, là-dessus, moi, je suis assez proche de Rancière. Voilà, je pense que c'est lui que je trouve le plus cohérent sur cette question de littérature et politique. Merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là pour les questions, mais on aura l'occasion de continuer la discussion autour d'un verre de cidre. Ah,
Et Merci Lucille. infiniment. C'est François. vrai, c'est vrai. Merci beaucoup.